Bonjour, merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre sur Afrique Informe. Nous recevons depuis Londres, en Angleterre, Jean-Pierre Dupont. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour et merci à vous de me recevoir et bonjour à vos téléspectateurs. Vous êtes analyste politique, spécialiste des questions marketing, mais aussi propriétaire responsable d'un parti politique qui n'existe pas encore au Cameroun, c'est vrai. Mais avec vous, nous allons parler de votre actualité et de vos activités, notamment liées au lobbying politique sur le plan international. Le 23 mars 2020, vous avez saisi l'AE par une lettre accompagnée de documents. Quel était l'objet de cette lettre? Alors, l'objet de cette lettre était double. Nous avons nous avions peu avant tenté de saisir la CPI du cas du Cameroun, notamment pour ce qui est des tortures avérées des responsables politiques dans les prisons. Et ensuite, il y a eu les massacres d'Ngarbu. Donc nous avons pu récolter grâce à certaines ONG, certains témoins directs, plus de 4000 documents, photos et archives, preuves directes que nous avons envoyés à la CPI, qui dans un premier temps a refusé de les prendre au motif que le Cameroun avait certes signé le traité de Rome le 17 juillet 1998 et n'était pas État partie, c'est-à-dire que le Cameroun n'avait pas ratifié. Alors nous leur avons fait valoir à travers nos avocats que la CPI, ne faisant cette pas partie du système des Nations Unies, était tenue, quand elle recevait des injonctions du Conseil de sécurité des Nations, en raison du droit international humanitaire, d'enquêter. Et ils nous ont reçus à 2 reprises. On avait un 3e rendez-vous qui n'a pas eu lieu compte tenu de la situation qui prévaut par rapport au coronavirus. Mais l'objectif était clairement qu'on puisse identifier les responsables de ces exactions, de ces massacres à caractère génocidaire, et qu'on puisse les traîner devant les institutions, devant les tribunaux internationaux. Aujourd'hui, le président de la République, Paul Biya, a ordonné une enquête. Et à l'issue de l'enquête, il savait effectivement que ce sont des militaires qui ont commis ces exactions. Alors, est-ce que ça servait donc à quoi de saisir la Cour pénale internationale si les résultats de cette enquête devaient donner cette issue? Oh ben vous savez, comme chaque fois qu'il s'agit du Cameroun, là il s'agit pas pour nous de faire punir les lampistes. C'est-à-dire que ce sont des exécutants, ces militaires qu'on a désigné à la vindicte. C'est un système qui a été mis en place depuis la présidence de la République. Je vous rappelle que les éléments qui interviennent dans le nord-ouest comme dans le sud-ouest appartiennent au BIR. Le BIR qui est la garde prétorienne du dictateur. Alors ces éléments-là, bien qu'appartenant à l'armée camerounaise, ne rendent pas compte directement aux généraux de l'armée régulière. Ils prennent les ordres de la présidence et c'est à la présidence et à la présidence seulement qu'ils rendent des comptes. Alors nous présenter des lampistes comme étant les auteurs de ces actions, ça prête franchement à sourire. Tout le monde sait que ordre a été donné. Vous avez suivi le déclenchement de ces affaires qui montent depuis nous sommes entre la 3e et la 4e année du déclenchement de cette crise. Tout est parti d'une banale revendication à caractère corporatiste. Et on a arrêté des gens qui étaient des pacifistes. Mais ça, ce sont des décisions politiques. Et nous sommes dans un cercle de répression. Donc on ne peut pas nous présenter des simples soldats exécutants comme étant les véritables coupables. Donc, selon nous, vous, la peine que moi j'ai portée. Pardon? Donc selon vous, il faut que les enquêtes aillent un peu plus loin pour pouvoir mettre la main sur ceux qui ont ordonné que ces militaires commettent ces exactions. De toute façon, moi, ma plainte a été portée contre le président de la République, contre le ministre de la Défense, contre le ministre de l'Intérieur, qui envoie des barbouzes là-bas, contre l'appareil politique, l'appareil qui prend la décision. Les soldats qui sont envoyés là-bas sont des pauvres exécutants. Certains en payent d'ailleurs de leur vie. Alors donc moi, ma plainte, c'était contre le président camerounais, contre son entourage le plus immédiat, et contre tous ceux qui encouragent ces pauvres garçons à aller donner la mort à leurs compatriotes. Mais est-ce que vous n'avez pas... C'est ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau? Parce que avez-vous la conviction et la certitude de ce que cela va prospérer auprès de la CPI? Vous y croyez?
Mais de toute façon, nous avions obtenu certains, comment je vais dire ça, certains résultats en amont, avant même les massacres d'Ngarbu, parce que rappelez-vous que les États-Unis avaient suspendu leur coopération militaire avec le Cameroun. Nous avons pu obtenir de l'Union européenne de cesser toute vente d'armes en direction du Cameroun. Là, en ce moment, nous avons obtenu du collectif scandinave, où j'ai fait une grande partie de mes études, notamment des Suédois, que toute aide financière vers le Cameroun soit suspendue. C'est-à-dire que s'ils doivent apporter une aide au Cameroun, elle doit être sous la forme des médicaments, sous la forme des couvertures, etc. Mais plus d'argent. Mais ça, c'est le résultat de cette espèce d'offensive diplomatique que nous menons dans l'ombre et dans les coulisses. Et je ne suis pas le seul. Vous regardez parmi les résistants de la diaspora, les Camerounais en exil, beaucoup de gens travaillent en sous-main. Mais nous convergeons vers le même but. Vous avez ces derniers temps, il y a des gens qui vont rendre des comptes. Mais ça, c'est la suite logique de la plainte que nous avons portée. Et si la situation du confinement s'arrange, nous avons un autre rendez-vous au mois de septembre au Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. Donc, on va pas s'arrêter là. Mais il faut commencer par faire une offensive diplomatique. Parce que les dictateurs ont peur. Les dictateurs africains redoutent comme la peste les opinions publiques occidentales, les opinions de leurs bailleurs de fonds. Et c'est là où il faut jouer. Alors, vous aviez un projet d'investiture, dites-vous, du professeur Maurice Kamto en Europe, notamment, vous devez le positionner comme le président du Cameroun officiellement. Oui, vous faites allusion à l'initiative. Par quel moyen devriez-vous faire cela? Et qui vous a donné le quitus pour faire une action comme celle-là? Alors, d'abord, plusieurs choses. L'initiative à laquelle vous faites allusion, c'est quand le professeur Maurice Kamto et ses amis, ses alliés étaient détenus. Et nous avions, j'avais avec des amis à moi qui font partie du Parti conservateur britannique, j'avais soulevé le cas du professeur Kamto, j'avais soulevé la question du rôle électoral, et il m'avait donc posé la question de savoir sur quel élément concret nous nous basions pour déclarer le professeur Kamto élu. Et il m'avait donc soufflé une idée à partir de laquelle j'ai organisé un sondage sur Internet. C'est-à-dire qu'en dehors de mes amis, mes 5 meilleurs amis auxquels j'ai droit, ont pris part à ce sondage 750 000 personnes. Hein, je dis bien 750 000. Et parmi ces gens, on a eu 3 votants BIA et le reste votant Maurice Kamto. Alors, c'est de là où est née l'idée de l'investiture, l'idée selon laquelle on aurait pu se rassembler à Paris, faire une investiture au moyen de la Bible ou du Coran et d'investir Maurice Kamto président. Mais vous comprenez très bien que cette investiture avait un caractère symbolique, parce que je ne vais pas vous apprendre, vous qui êtes journaliste politique, que, comme disait Clausewitz, la politique c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Et qui dit guerre, dit rapport de force. Il fallait établir un rapport de force face à ce pouvoir, parce que le pouvoir ne se donne pas, il s'acquiert, il s'arrache. Alors il fallait donc marquer un rapport de force. Je n'ai malheureusement pas été compris, peut-être parce que je me suis mal exprimé ou alors j'ai mal formulé la proposition, mais cette proposition n'a pas trouvé l'adhésion de nos compatriotes, des autres résistants. Oui, alors je ne pouvais pas avoir raison à moi tout seul contre la terre entière. Oui, justement, parce que lorsque vous organisez, vous entreprenez une action comme celle-là, est-ce qu'au préalable, vous avez informé le professeur Maurice Kamto ou alors les membres du MRC, est-ce qu'ils vous ont donné quitus de faire cela? Sinon, c'était quand même une démarche personnelle. Ben, écoutez, je ne vais pas ici donner l'impression de me livrer à des récriminations ou à des jérémiades. Mais bon, je vous réponds. D'abord, je ne pouvais pas contacter le professeur Maurice Kamto directement pour la simple et bonne raison qu'il était lui-même incarcéré à cette époque-là. D'autre part, on m'avait donné les coordonnées du représentant du MRC en Europe, Monsieur Henri Ndjoko, avec qui j'avais pris attache. Nous étions convenus d'un rendez-vous à Paris pour nous parler de vive voix. Et ensuite, on m'avait donné les coordonnées d'un autre
proche du professeur Maurice Kamto qui s'appelait, je crois, Okala Ebodé. Je lui avais également écrit en expliquant longuement à travers un mail les motivations, le bien fondé de la démarche. Mais bon, la démarche n'a pas trouvé adhésion parce que certaines personnes croyaient, redoutaient que cette initiative aggraverait la condition du professeur Kamto en prison, alors que cette investiture était au contraire conçue comme un outil de pression diplomatique, parce que vous savez qu'en politique, souvent il vous arrive de réclamer autre chose pour obtenir toute autre chose. Voilà, donc j'étais dans cet état d'esprit, et voilà les démarches que j'avais alors faites à l'époque, et que je trouvais adéquates par rapport au contexte. Alors, vous avez également affirmé avoir été contacté par quelqu'un, par plusieurs personnes, pour diriger une formation politique à l'époque dénommée Reformation Party, et qui, d'après vous, est une antichambre de Reform Party, qui est dirigée aujourd'hui par Emmanuel Achou. Alors, dites-nous, qui vous a contacté pour ce projet? Comment faites-vous pour savoir que Reformation Party est une antichambre de Reform Party? Et pourquoi avez-vous décliné l'offre? Alors, plusieurs choses. À l'époque, celui qui est aujourd'hui le directeur du cabinet civil de la présidence de la République au Cameroun devait être à Paris. Je ne sais pas ce qu'il y faisait, mais de toute façon, il devait être à Paris. Nous avons été contactés, c'était au lendemain de mon mariage, en 2012. Alors que je me préparais à aller en voyage de noces, on m'a contacté par rapport à un travail que j'avais effectué en 1987, ici à Londres, chez Ndé Toumanza. Ndé Toumanza, je rappelle aux plus jeunes, c'était le représentant de l'UPC, de la branche anglophone. Et il vivait lui-même en exil à Londres. Et j'avais donc fait la connaissance chez lui d'un certain monsieur appelé Albert Moncon. Albert Moncon, c'est l'auteur de The Case for the Southern Cameroon. Alors, étudiant, j'avais été traduit en français un mémorandum des Camerounais du Northern Cameroun qui font partie du Nigeria aujourd'hui. Parce que les Camerounais ne parlent que du Southern Cameroun, mais ce qu'ils ignorent, c'est que nos compatriotes du Northern Cameroun qui ont rejoint le Nigeria, certains d'entre eux essaient de faire la démarche inverse pour retrouver le Cameroun, parce qu'ils estiment que leur attachement au Nigeria s'est fait de façon illégale. Et donc, j'avais avec d'autres commencé une esquisse d'un travail constitutionnel pouvant être présenté aux Nations Unies. Alors, c'est fort de cela que j'avais été contacté par Abbé Moncon. Nous avons rédigé ensemble les débuts du manifeste de Case for the Southern Cameroon, et c'est également en raison de mon implication dans ce projet que j'avais été contacté en 2012. On m'avait demandé d'être le président de Reformation Party, qui est aujourd'hui dirigé par, je crois que j'ai le nom ici, il s'appelle Foligan Lankoum. Alors, c'était un ami commun, Nazarus Foukas, qui m'avait contacté, et j'avais accepté. La première réunion a eu lieu à Leicester. Leicester, c'est dans l'ouest de la Grande-Bretagne, à quelques encablures de Birmingham. J'avais donc accepté, mais il m'avait été rapporté, après qu'on nous ait fait des propositions indécentes, je parle d'argent, que le Reformation Party, dont on m'avait présenté d'assurer la présidence, était un parti satellite d'un autre parti au Cameroun appelé Reform Party, et que ce parti servait d'appoint au RDPC. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est un parti qui se réclamait de l'opposition, mais qui en réalité, c'est-à-dire se réclamait, jouer le jeu de l'opposition, mais pour donner l'impression qu'au Cameroun, il existe un pluralisme politique. C'est ce qu'on nous avait dit à l'époque. Et à cette époque, comment on l'appelle déjà, à Tanganji, l'actuel ministre de l'Intérieur, ministre de l'administration territoriale, on dit au Cameroun, œuvrait au sein de la présidence de la République comme chargé des questions de sécurité nationale. Voilà. Alors, mais quand on m'avait rapporté que ce parti était en réalité un parti satellite dépendant du Reform Party, qui lui-même était un parti, enfin, une espèce de faux fuyant du RDPC, je me suis retiré. À cette époque, j'avais un parti qui s'appelait le Congrès national camerounais. J'intervenais souvent sur RFI à l'invitation de Julien Djiki, Escalité.
Et donc j'avais renoncé à ce parti pour accepter la présidence de Reformation Party, qu'il faut bien distinguer des Reform Party, dont j'ai découvert récemment le président à la faveur d'une émission chez vous. Je ne le connaissais pas personnellement, mais on m'avait indiqué que telle était la situation. Et ça a confirmé mes appréhensions lorsque je l'ai vu il n'y a pas très longtemps attaquer de façon furieuse le professeur Kamto et son initiative. On avait l'impression à l'entendre que c'est le professeur Kamto qui était le président du Cameroun depuis 37 ans. Et qui sont ces personnes qui vous ont proposé, qui vous ont fait des propositions indécentes? Quelles sont ces personnes qui étaient tapis dans l'ombre pour vous faire ces propositions indécentes? La première personne s'appelait Grace Eloné. Je pense qu'elle est la représentante du RDPC au Royaume-Uni. Et c'est également elle qui a fabriqué des urnes lors de l'élection présidentielle de 2018. Elle a pris une association de femmes Bali et des femmes Bakweri qui font partie de son association et qui ont voté chez elle à domicile. Alors c'est pour ça qu'on vous annonce au Cameroun que les Camerounais de la diaspora ont massivement voté pour Paul Biya, ceux de l'Angleterre. En tout cas, ce qui est tout à fait faux, parce que cette femme a pris les urnes chez elle et les gens à qui elle a donné de l'argent sont allés voter chez elle à domicile. C'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai les preuves de ce que j'avance. Carrément. Ben oui, c'est comme ça que ça s'est passé et ça m'a valu. Et puis quand vous me parliez de ces Reform Party, ça m'a valu. Quand j'ai refusé d'être le président de la Reformation Party et tout, je suis allé renouveler mon passeport camerounais. Certes, je suis citoyen français, mais j'ai mon passeport camerounais auquel je tiens pour des raisons que vous comprendrez aisément. Et je suis donc allé renouveler ce passeport. J'ai trouvé porte close. Et quelqu'un il m'a dit à langue, voilà, on vous demande de rendre des services au pays, vous refusez, vous venez faire le passeport. Je leur ai dit, mais attends, le RDPC n'est pas le Cameroun. C'est un parti politique comme tous les autres. Alors, si on ne veut pas faire des choses pour le RDPC, alors on vous prive de passeport. J'ai traîné l'affaire en justice, etc. Et ils nous ont répondu qu'il n'y avait pas la double nationalité au Cameroun. Mais j'ai quand même pu obtenir mon passeport. Il ne me sert pas à grand-chose parce que vous savez, le passeport camerounais, il a besoin de visa partout. Mais je tiens à l'avoir parce que je suis camerounais. Alors, l'actualité au Cameroun, votre pays est marqué comme partout ailleurs par le Covid-19 et on assiste en ce moment à un bras de fer entre le ministre de l'administration territoriale et le leader du MRC. Ce bras de fer frise déjà la méchanceté d'après certains. Il y a quelques heures seulement, le ministre de la Santé a refusé de recevoir les dons du professeur Maurice Kamto, remis en tant que citoyen personnel à Survie Cameroun, renvoyant Christian Penda Ekoka devant le ministre de l'administration territoriale. Est-ce que vous comprenez que le ministre de la Santé refuse de prendre 10 000 masques barrières, 6 800 masques chirurgicaux, 950 tests de dépistage, alors que le personnel de santé au Cameroun en a besoin en ce moment? Écoutez, il faut franchement marcher sur la tête pour comprendre ce genre d'aberration. D'abord, je vous annonce que nous allons, le collectif des résistants camerounais de la diaspora, nous allons saisir dès aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, nous allons saisir l'UNICEF et plusieurs autres organisations qui s'occupent des questions de droits de l'homme et de santé. Pour nous allons porter une plainte à l'État du Cameroun pour non-assistance à personne en danger. Parce qu'il est complètement incompréhensible qu'on puisse repousser une aide, surtout face à une pandémie dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle finira, au prétexte politique. C'est tout simplement criminel et irresponsable. Moi, je ne suis pas membre du MRC, mais moi, j'ai contribué financièrement parce que ce n'est pas une aide, ce n'est pas un don pour le MRC ou bien pour financer les vacances du professeur Kamto ou de Christian Penda Ekoka. Il s'agit de venir en aide à nos compatriotes les plus vulnérables. Nous sommes clairement face à une assistance, à une non-assistance à personne en danger. Et c'est la preuve, s'il en fallait une, que ces régimes étaient un régime criminel, et au plus vite les Camerounais se débarrasseront, mieux le Cameroun se portera. Voilà, parce que c'est tout à fait incompréhensible. Allez dans les autres pays, les opposants et le gouvernement travaillent la main dans la main pour le bien des populations. Mais il n'y a qu'au Cameroun où toutes les questions sont politisées. Parce que la démarche du professeur Maurice Kamto est tout à fait louable, et même une démarche patriotique. Il a pris cette initiative, ses compatriotes ont répondu massivement, il y a des équipements pour protéger les populations, et on les rejette, et
on suspend tout cela au bon vouloir d'Atangandji, un ancien repris de justice que j'ai connu à une époque où, travaillant pour le groupe Forte, on m'avait envoyé au Méridien, ce qui s'appelle maintenant Pullman, un ancien bandit. Mais quand vous avez un bandit, une barbouche à la tête d'un État, vous attendez à quoi? Jean-Pierre Dupont, s'il vous plaît, je voudrais qu'on reste quand même courtois. Les expressions bandit et tout, je voudrais qu'on enlève cela, je vous en prie. C'est quand même... oui, restons courtois, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez dans votre famille des gens qui sont morts du coronavirus? Est-ce que vous avez dans votre famille des gens qui souffrent de ça? Vous savez l'état de misère dans lequel sont nos compatriotes? De quoi me parlez-vous? On est en train de jouer avec la vie des gens au motif d'appartenance politique. Jean-Pierre, quelques secondes. Jean-Pierre, je comprends très bien votre colère, mais restons quand même cohérents et restons respectueux vis-à-vis des personnes qui nous suivent également. Je ne souhaite pas qu'on traite un individu de bandit sur notre plateau. Exprimez-vous librement. Vous avez raison. Vous en avez le droit, mais de grâce, restons polis quand même. Non, vous avez raison. Je m'excuse de m'être emporté, mais ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Nous sommes ici. Vous pensez que nous n'avons pas des familles qui sont restées au Cameroun? Même vous qui me parlez, vous pensez que si vous arrivez quelque chose, je m'en réjouirais? Mais il y a qu'au Cameroun qu'on se comporte comme ça. Il y a des compatriotes se sont mobilisés. Mais ce n'est pas l'argent du professeur Kamto. C'est l'argent des Camerounais qui ont été touchés et qui font un geste de compassion à l'endroit de nos compatriotes les plus vulnérables. Et puis vous renvoyez tout cela au seul bon vouloir de ces ministres sinistres. Quand même. Il y a des limites à tout. On ne peut pas tout politiser, cher monsieur. D'accord. Dans les prochains jours, on saura un peu plus sur cette actualité. D'ailleurs, il est annoncé que le plan Suivi Cameroun va se déployer naturellement sans aller vers le ministre pour la Tangandjition. On en croit les propos de Maître Christian Timbane Bomo, qui est l'un des parrains de cette initiative. On va suivre cette actualité de très près pour nos téléspectateurs et pour vous aussi. Nous sommes arrivés au thème de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot pour sortir de cette émission? Ben, je salue d'abord Maître Christian Bomo, qui est un ami, un grand patriote, un grand avocat celui-là, et je le salue à travers votre antenne, et puis je remercie l'initiative du professeur Kamto et de Christian Penda et Koka. Je remercie tous les gens qui ont pris part à cet acte patriotique, et puis je salue nos compatriotes. Je leur dis que nous de la diaspora, nous pensons à eux, nous ne les oublions pas, et que bientôt ce régime criminel va tomber. Nous y travaillons, et croyez-moi, cher monsieur. Quant à vous, je vous dis merci pour les efforts et la pédagogie que vous déployez à l'endroit de nos compatriotes. Je vous remercie. Jean-Pierre Dupont, merci infiniment. Vous étiez en direct avec nous depuis Londres, en Angleterre. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Gilles Noubissi, Rofao Mohamedou Abdoulaye.